the canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons donc parler d'un livre assez incroyable, assez intéressant. Vous voyez la personne qui est à ma gauche ou droite, je ne sais plus, il s'appelle Quentin Victory-Lédier. Tout de suite, je le salue. Bonjour Quentin. Bonjour, J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. merci à vous surtout. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. Retour à Philadelphie, promenade analytique et amoureuse avec Rocky et Stallone. Retour à Philadelphie, je tiens à ouvrir une parenthèse. Je remercie Jean-François Jeunet des éditions Leitmotiv. Grâce aux éditions Leitmotiv, grâce à lui, nous avons pu préparer cette émission et j'en suis vraiment content. Donc, je voulais absolument lire ce livre et en parler avec vous parce que je pense que nous sommes un peu de la même génération et je crois que Sylvester Stallone, c'est une figure emblématique de notre cinéphilie. N'ayons pas peur des mots. Moi, j'associe Stallone à la cinéphilie. Pour moi, c'est indissociable. Et la première question que j'aurais voulu vous poser, Jean, je connais un peu la réponse parce qu'elle est dans le livre, mais j'aurais voulu que vous en parliez un petit peu à celles et ceux qui nous regardent. La première fois que vous avez vu le premier Rocky, la première fois que vous le voyez, vous aviez quel âge? Et comment vous en êtes sorti de cette projection? Si mes souvenirs ne mentent pas, mon premier visionnage de Rocky, il est assez tard. C'est-à-dire que j'ai pas vu ça, j'en ai entendu parler quand j'étais enfant, évidemment, mais je venais d'un milieu familial où, mon père en particulier est très cinéphile, donc je les avais forcément vus, mais c'était pas forcément quelque chose qu'on avait vu ensemble. Et donc, je crois que c'est après 20 ans, peut-être 21, 22 ans, que j'ai découvert le premier Rocky. Puis alors ensuite, s'est enchaîné très vite, les autres films, etc. Et alors, évidemment, le premier Rocky, ça a été un peu une révélation, mais physique, en réalité, dans un premier temps, avant d'être intellectuel ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, je crois que c'est ce que j'ai écrit dans le livre, il me semble, je ne crois pas que je mente quand je dis que le lendemain, je peux aller faire un footing. C'est-à-dire que ça m'a transporté comme ça. Et je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse des efforts quand même. Et donc c'est parce que moi je me souviens très bien de l'avoir découvert. Bon, moi je suis de 76, donc j'ai dû le découvrir en cassette vidéo quelques années après, mais vraiment très jeune, vers 7 8 ans, et ça m'avait bien marqué ce film-là. Mais je suis surtout contemporain du 4 et que j'ai vu au cinéma, qui était perçu comme quelque chose de très violent. Et moi j'ai toujours été extrêmement attiré effectivement physiquement, comme vous le dites, sensoriellement par cette saga-là. Ensuite, c'est vrai qu'effectivement, beaucoup plus tard, après, on réhabilite les choses ou pas. Et ça peut être très intriguant. Vous notez, enfin, le sous-titre de Retour à Philadelphie, c'est Promenade analytique et amoureuse. Promenade amoureuse. J'ai l'impression que ce mot est très important dans ce livre. Oui, il est très important parce que c'est pour ne pas mentir, je crois, dès le titre, en fait. Il y a une partie analytique, moi je viens des études littéraires, etc., et je m'en cache pas du tout, donc forcément il y a une grande part d'interprétation et d'analyse, qui sont deux choses un peu différentes. Mais justement, pour tendre vers le côté interprétation aussi, il faut bien mettre en avant l'amour pour ces choses-là, et cet amour qui, par définition, souvent rend aveugle. Et je mets vraiment en avant, et je crois que c'est ce que je continuerai à faire si je continue de produire des textes, cette idée de la subjectivité et donc de l'amour qui potentiellement peut me faire dire des bêtises, qu'on est en droit de partager ou non, mais parce que, à mon âge, après avoir été quelqu'un de peut-être un peu cynique, un peu dur sur les œuvres d'art en général, eh bien, je me suis détendu, assagi, je sais pas, mais détendu. Et finalement, si on écrit des choses ou si on parle des choses, c'est parce qu'on les aime. Il y a encore une grande mode qui consiste à parler des choses pour les détruire parce que ça nous permet de prendre une certaine superbe. Hein, on est très fort quand on détruit quelque chose. Je trouve que montrer qu'on aime quelque chose, c'est se mettre un peu plus à nu et c'est probablement un peu plus honnête, franc. Donc c'est pour ça que le mot amoureux est très important dans le titre parce que c'est pour bien identifier la subjectivité qui est la mienne. Oui, mais alors, question, n'avez-vous pas peur
avec ce trop-plein d'amour, parfois d'être aveuglé par quelque chose, des aspects qui sont effectivement extrêmement visibles dans certains films. Je parle pas de Rocky, là, je parle en général, parce que ce que vous dites, c'est quelque chose que vous écrivez dès le début du bouquin. Donc, ça a un sens. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le milieu ou à la fin. Non, c'est vraiment, il y a un sens. D'ailleurs, on y reviendra à ça, et ça m'a beaucoup marqué. Mais ne craignez-vous pas parfois qu'on peut-être aveuglé, alors que parfois les choses sont super visibles et qu'il n'y a pas besoin d'analyser, elles sont là et on comprend, le message est clair. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être un peu dangereux? Ben, si. Enfin, alors, je dirais pas dangereux. Je dis que c'est un risque, effectivement. Pardon, j'ai utilisé le mot dangereux parce que vous l'utilisez aussi dans le livre, c'est pour ça que je me suis permis. Mais vous avez bien fait, mais c'est justement, je pense pas, ça va faire la phrase un peu cucu peut-être de l'entretien, mais je pense pas que l'amour puisse produire quelque chose de dangereux dans cette démarche-là, en tout cas. C'est-à-dire qu'au pire, je me plante, je dis quelque chose parce que je suis amoureux de ces films-là, ou de Stallone, ou de Rocky, ou qu'importe, et je pense pas que ça puisse nuire à qui que ce soit. Bien sûr, peut-être que l'amour dans d'autres circonstances ou d'autres choses peut être dangereux, mais ici, je pense pas. Je pense que ça peut faire du mal à personne, et j'espère quand même que malgré tout cet amour qui peut peut-être me faire prendre quelques risques dans l'interprétation et donc m'aveugler, comme vous l'avez parfaitement dit, j'ose espérer que ma méthode, entre guillemets avec des pincettes, hein, ma méthode me permet quand même d'avoir quelques garde-fous qui m'empêchent d'aller un peu n'importe où. Voilà. Cette méthode qui est en construction permanente, hein, je veux dire, j'ai pas une méthode figée du tout, et je travaille sur autre chose et j'essaie de mettre en place une méthode pour m'éviter justement de dire des bêtises. Mais je crois que ça reste quand même finalement assez peu dangereux. Oui, non, très bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous parlez de méthode et c'est exactement ce qui fait la force de ce bouquin, c'est cette méthode-là. En fait, vous nous dites, alors interrompez-moi si je me trompe, hein, mais en gros, je crois comprendre que vous nous dites dans le bouquin, enfin, vous écrivez dans le bouquin, attention, sachez que je connais très très bien mes limites, je sais ce que c'est que Rocky, et surtout, je ne suis pas là. Je ne détiens pas la vérité. Mais par contre, j'ai ma propre vérité. Et si c'est possible, essayez au moins de l'écouter. Et c'est un peu ce que vous dites. Alors, vous mettez en parallèle d'autres articles provenant d'historiens ou de critiques de cinéma. Par exemple, vous parlez de Jean-Baptiste Toré, où vous dites, voilà, Toré, vous parlez même d'écrivains qui travaillent, qui collaborent aux éditions Leitmotiv. Ça, je trouve extraordinaire de subjectivité. Et ça prouve aussi que aux éditions Leitmotiv, on peut tout écrire et c'est ouvert à tout. Ça, c'est assez fort, je veux dire. J'ai rarement vu ça et c'est assez fort. Et ce que je veux dire, c'est que vous dites, voilà, je sais ce qui a été dit. D'ailleurs, si je contredis ce qui a été dit, c'est que ça m'intéresse aussi. Il y a cette méthode-là qui est assez passionnante, je trouve, dans ce livre. Je crois que c'est très important déjà, au-delà du sujet, hein, c'est-à-dire du corpus des films Rocky, c'est quand même très important de savoir un peu ce qui s'est dit avant, moi, parce que je ne suis pas du tout le premier à écrire là-dessus. En revanche, c'est vrai qu'on peut raisonnablement dire qu'on n'est pas très nombreux à s'être intéressés à Stallone ou à Rocky, tellement ça semble populaire, sale et donc dégoûtant, et surtout indigne de la critique cinématographique très élitiste. Donc, c'est très important pour moi. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver, donc sûrement pas tout, mais tout ce que j'ai pu trouver avant de véritablement écrire, parce que je voulais pas répéter quelque chose ou je voulais pas peut-être dire de grosses bêtises. Et justement, c'est en lisant les travaux des autres que parfois j'étais complètement d'accord. Donc je me suis dit, bon, là, mon garçon, tu vas pas écrire la même chose que lui si tu es d'accord. Mais en revanche, il y a des éléments qui m'ont paru vraiment dérangeants, où je n'étais pas du tout d'accord. Et donc, je me suis dit, ça va faire un chapitre, par exemple. Quoi. Mais par rapport à ça, je crois que c'est très important de garder à l'esprit, j'y pensais hier justement à ça, quand on est dans l'interprétation, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de risques, de prendre un peu le large aussi, et de se détacher peut-être du cadre réflexif, historico-lourd, en fait, qu'on retrouve parfois. Parce que moi, j'espère pas trop partir trop loin dans la réponse. Non, du tout. Allez-y. Moi, c'est quelque chose que je regrette vraiment très profondément dans les livres de cinéma habituellement. C'est pas pour dire que le mien est formidable du tout, mais c'est parce que je fais partie des auteurs qui lisent. Voilà. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne lisent pas, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et moi, il y a beaucoup de journalistes qui ne lisent pas non plus. Hein. Précisément. Voilà. Je pense même beaucoup de journalistes qui ne lisent pas ce qu'ils chroniquent pour autant. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, je suis d'accord avec vous.
Ce qui me pose problème, c'est que moi, depuis plusieurs années, mes lectures principales, ce sont les ouvrages de cinéma. J'en achète, je fais partie des bons clients et je découvre qu'en fait, on ne doit pas être beaucoup à acheter des livres sur le cinéma, vu comme ça se vend mal. Mais donc, je suis très, très curieux et très à l'affût de ce qui s'écrit et je suis souvent déçu, je dois le dire, quand je ne trouve pas dans un livre une sorte de vérité, en fait, qu'elle soit vraiment subjective ou qu'elle soit peut-être une vérité plus scientifique parce que très très bien présentée. En fait, j'ai souvent l'impression à la fin d'un livre que j'ai lu quelque chose qui est souvent beaucoup justement historique, donc beaucoup de la biographie de quelqu'un, beaucoup de le contexte de production d'une œuvre. Alors ça peut être très intéressant, mais en fait, moi, c'est pas ce que je recherche dans un texte. J'achète un bouquin sur tel cinéaste ou tel acteur, etc. Je veux qu'en sortant de cette lecture, je me dise, oh là là, oui, d'accord. En fait, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je connais ce type-là et je n'avais pas du tout saisi ça. Et j'en trouve des choses comme ça. Mais finalement, j'en trouve parfois plus dans des essais sur la littérature ou sur d'autres choses que sur le cinéma, où on reste encore, et c'est pas une critique, c'est vraiment une déception plutôt, on reste encore souvent un petit peu bien rangé, on veut être très savant, très scientifique. Et donc, en fin de compte, on ne prend pas beaucoup de risques sur l'interprétation. On ne lâche pas vraiment le bord de la piscine. On ne part pas nager au loin. On reste quand même assez prudent. Et moi, je suis moi-même resté assez prudent dans ce texte-là. Je ne suis pas en train de donner des leçons parce que justement, je ne vais pas dans le grand large. Mais disons que j'opte peut-être pour, de temps en temps, je lâche le bord et je pars. Parce que quel est le risque, de toute façon? Mon interprétation, si le lecteur la trouve complètement absurde, il va dire c'est absurde. Il va faire comme moi dans son livre, il va mettre gros point d'interrogation ou totale connerie, et puis il tourne la page ou il ferme le livre. On n'a pas une responsabilité énorme, on ne fait pas une opération à cœur ouvert. Mais c'est passionnant ce que vous dites. Permettez-moi encore une digression, et je vous assure qu'on va parler après du livre. Mais c'est passionnant ce que vous dites parce que ça me rappelle pas mal de conversations. Je viens de la critique du cinéma, donc ça me rappelle pas mal de conversations. Et le fait déjà que dans votre livre il y ait marqué je la première personne du singulier, déjà c'est rare. Et donc c'est très intéressant. Et quand vous vous parlez comme ça, vous évoquez ce travail de subjectivité qu'on retrouve pas forcément dans certains livres d'histoire, dans certains livres sur le cinéma, alors que quand un auteur parle d'un autre auteur, c'est que il y a quelque chose il a été fasciné par cet auteur-là, donc il a été bousculé, c'est son moi qui a été bousculé. Donc pourquoi vous dites pas je? Et moi ça m'intéresse beaucoup cette question parce que j'ai beaucoup de confrères et consoeurs qui adorent les making-of, qui adorent voir des making-of. Moi, je ne supporte pas les making-of. Je préfère, par exemple, regarder des épisodes de la série Cinéaste d'autre temps parce que j'ai cette impression que la personne qui, par exemple, quand quand Pedro Costa filme Les Strobe et Huilé, bah, c'est pas un film sur les Strobe et Huilé, c'est un film sur Pedro Costa et les Strobe et Huilé. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie de savoir un peu comment l'auteur est arrivé à un moment à croiser d'autres auteurs et à les aimer passionnément. Donc, ce que vous dites m'intéresse fortement. Et c'est vrai que dans votre bouquin, la première personne du singulier, elle est fondamentale. C'est quoi Rocky? C'est quoi un film de Rocky? C'est quoi exactement? Vous le dites dans le livre, hein, donc je fais exprès de poser la question. Oui, parce que je vais sûrement répondre autrement maintenant. Je crois qu'aujourd'hui, mais sûrement à cause de mes recherches actuelles, Rocky, c'est un film social, en fait. Un film social. Je ne veux pas faire de la provoque, comme j'ai lu parfois sur Internet. Rocky, c'est pas un film de boxe, c'est un film de boxe. Et justement, parce que la boxe est sociale aussi. Ah oui, mais bien sûr. En fait, je crois que c'est ça aussi qui m'a particulièrement touché il y a une dizaine d'années, moi c'est ça, quand j'ai découvert les films, et puis qui m'a touché encore plus récemment, c'est le caractère social de ce film. Et c'est pour ça que je me bats, alors peut-être un peu tout seul dans mon bureau, sur cette question du self-made man ou du héros réganien. Bon, ça intéresse personne en réalité cette histoire. Mais comme on est deux, trois à s'écharper un peu là-dessus par interview interposée ou même par interview croisée, enfin c'est ridicule, hein, c'est vraiment ridicule. Mais ça me pose un problème parce que ces étiquettes-là, parce que justement, c'est passé à côté de la vérité sociale de ces films-là. Bien sûr qu'on peut le voir, on peut voir Rocky, même le premier, on s'en fout des autres pour l'instant, mais comme bien sûr l'accomplissement de quelqu'un et le fait qu'il va quand même gravir les échelons, gravir ces marches de machin à Philadelphie. Mais ce
ce qui est beau, et je travaille souvent avec les élèves sur ce genre de scène, c'est son appartement, c'est sa timidité, c'est la saleté de Philadelphie, c'est l'alcoolisme de Polly, c'est cette espèce d'endroit où on découpe la viande, enfin, il fait froid, on n'est pas bien, et ça ponctue tous les films, et on sait très bien que les Rocky, quand Rocky justement parvient à la richesse, à l'argent facile, eh bien il est dénaturé, il est très beau, il est très bien habillé, Stallone est quelqu'un qui s'habille très bien d'ailleurs, mais ça ressemble pas à Rocky quand il est là avec ses jolis petits costumes italiens, etc. On sait très bien, mais c'est vrai que là je paraphrase le livre parce que je dis dedans, mais on sait très bien que c'est pas lui, que lui il est beau dans cette authenticité. Voilà, phrase un peu vide aussi hein, de ma part, beau dans son authenticité, on met ce qu'on veut derrière, mais quelque part, voilà, c'est d'avoir pris à bras le corps l'histoire et donc d'avoir mis en avant dans le cinéma américain, alors ça n'a rien d'incroyable dans les années 70, on est bien d'accord, historiquement, c'est cette période-là qui montre justement les underdogs, les machins, ce qu'on appelle comme ça. Ouais. Mais donc c'est pas une originalité, mais simplement ce héros qui va traverser 40 ans d'histoire du cinéma, eh bien il commence dans les bas quartiers de Philadelphie, et puis il finit quand même dans les bas quartiers de Philadelphie. Je veux dire, son restaurant Adrian's, c'est bien, on ne sait pas exactement où c'est, mais enfin, ça a l'air d'être sensiblement le même quartier de Philadelphie. Donc, c'est ça, c'est cette fibre sociale, et peut-être qu'elle est habilement narrée, racontée, en injectant un peu d'action, un peu de sport, un peu de choses qui peut-être sont plus cinématographiques. Sinon, on aurait fait un film de... je ne sais même pas, peut-être un film de Cassavetes, quoi. Oui, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que est-ce qu'on pourrait pas dire là comme ça que la saga Rocky, c'est aussi un fabuleux documentaire sur la saga Stallone. C'est qu'il y a un moment dans les années 80, Stallone, vous le dites, hein, vous l'écrivez, et ça n'a pas été facile pour Sylvester Stallone dans les années 70. C'est un remarquable scénariste. Et vous le dites très bien d'ailleurs. Voilà, c'était très compliqué. Et puis ensuite, bon, il fait Rocky. D'abord, il avait fait la Taverne de l'Enfer. Et puis il fait Rocky. Puis il fait plein de choses comme ça. Et ça commence à fonctionner. Et ça marche du feu de Dieu. Et ça marche vraiment. Et c'est devenu une personnalité emblématique des années 80. Donc, comme Rocky 4. Je veux dire, même Rocky 3, il s'entraîne. Alors, enfin, c'est très très surprenant comme la manière qu'il a de s'entraîner dans Rocky 3 avant le premier combat, avant qu'il est épaulé par. Enfin, j'ai l'impression que tout ça, toute cette saga, c'est aussi un documentaire complètement pas délibéré du tout sur ce qu'a été Stallone. Ah oui, oui, oui. Et ben, mais en même temps, ça semble évident que dans une œuvre, dans l'œuvre d'un artiste, il y ait consciemment ou pas hein, une part d'autobiographie. Là, c'est inapanissable que de le dire, évidemment. Ce qui est amusant, c'est que ce soit sur quelque chose d'aussi grand public. Parce qu'évidemment, ça, on le retrouve, le côté autobiographique dans un cinéma d'auteur, donc confidentiel. Dans un cinéma aussi grand public, aussi international, qui va brasser des centaines de millions de dollars, qui est finalement ce petit Sylvester qui, au travers de son personnage, raconte un peu son désarroi, sa déchéance à lui, sa montée au pinacle, sa chute, etc. Mais au travers de ce personnage, ça se télescope en fait constamment. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. D'arriver, me semble-t-il, à conserver cette part de l'intime, de l'autobiographie, oui, dans quelque chose d'aussi grand public. Et donc d'avoir finalement continué, contrairement à ce qu'on peut croire peut-être, ce qu'on a entendu souvent ou lu souvent, voilà, il s'est fourvoyé parce que le premier Rocky c'est super, mais les autres, ah là là, ça devient je sais pas quoi. Alors autre ticket, c'est formidable, voilà, ça devient commercial. Commercial, on n'a jamais trop su ce que ça voulait dire. Le cinéma, c'est commercial par essence. Bien, si personne va voir un film, le réalisateur n'en fait plus jamais. Donc de toute façon, c'est. Mais bah, peut-être que ça devient grand public, encore plus grand public. Il n'en reste pas moins que c'est toujours ce même personnage, et probablement que lorsqu'il écrit son scénario, je ne sais pas comment il fait, mais c'est la grande question, est-ce que vraiment il est conscient qu'en fait il est en train de raconter sa propre vie? Probablement que oui. Probablement que oui. Mais c'est ça qui nous intéresse. Et je réponds très mal à la question, mais en revanche, Si. Moi, en tout cas, j'ai compris. Bon, alors ça va. Mais c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que finalement, c'est
il nous donne deux fois. Hein, on suit son personnage Rocky et en même temps, donc, il nous raconte sa vie à lui. Enfin, en tout cas, nous, les spectateurs qui aimons Stallone, eh bien, on se dit, il est en train de me donner une part de lui-même. Il sort de la fiction, il rentre dans la confession. Ça, c'est joli et c'est quand même probablement un des rôles de l'art. C'est-à-dire que c'est pas justement l'art pour l'art au sens hermétique. C'est vraiment le partage de connaissances, le partage de l'existence. Je trouve que Stallone est très très généreux par rapport à ça. Il y a trois aspects, trois thèmes que vous évoquez que vous mettez sur la table et vous en discutez longuement dans ce livre. Je vais y revenir parce que pour moi c'est fondamental, parce qu'il y a aussi le fait que vous vous imposez en disant voilà, il y a des choses qui ont été dites sur Adrian, le personnage d'Adrian, sur le racisme aussi. Ça, je trouve ça extraordinaire que vous en parliez parce que je pense que c'est très important parce que au fil du temps, c'est ce qu'on a commencé à reprocher à la saga. Et je me souviens pas d'ailleurs, je voudrais vous poser la question là-dessus. Je permets une digression. Quand Rocky sort en 76, je crois, 76, 77, est-ce que tout de suite, il y a des critiques négatives à son encontre, à son endroit, pardon, concernant cette espèce de racisme sous-jacent? Alors, à l'époque, hein, je m'en souviens plus. Moi. Je vais répondre sans filet parce que j'en ai vraiment aucune idée pour ce qui est de 76, 77. Je pense, mais je pense raisonnable de dire que ça doit être bien postérieur. Hein, parce que, et c'est justement un des points dont je parle, c'est quand même souvent dans l'aspect relecture des œuvres à l'aune de nouvelles grilles de lecture qu'on accuse les films. C'est-à-dire, c'est le syndrome maintenant qu'on dirait Autant n'emporte le vent. C'est-à-dire que le film, tout le monde s'en est foutu pendant combien 70 ans. Et puis là, tout à coup, on dit Autant n'emporte le vent, c'est quand même raciste. Hein. Oui. Et quand bien même, je veux dire. Et alors là, moi, j'essaie de démontrer que non. Mais je veux dire, à la limite, quand bien même. C'est-à-dire que si ça choquait pas un public dans les années 76, parce que franchement, le 1 n'a rien de raciste. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais donc, moi, il me semble, mais je suis sûr que des gens bien plus calés que moi pourraient peut-être me corriger, il me semble pas que dans les années qui suivent 76, il y ait déjà ce drapeau qui soit brandi. Attention, Rocky raciste. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus tardif que ça. D'accord. En plus, moi, je me souviens, enfin, je me souviens non, parce que j'étais même pas né à l'époque, mais j'avais vu qu'il y a quelques années de cela. Et d'ailleurs, vous en parlez. C'est pour ça que vous êtes vraiment très, très bien documenté hein, sur ce personnage. Vous parlez de la séquence aux Oscars quand Mohamed Ali surgit comme ça sur la scène et il commence avec Stallone. C'est un moment juste extraordinaire. Et j'ai cette impression que à ce moment-là, Ali dit en gros, c'est bon, calmez-vous. Moi, je cautionne. Oui. Je pense que, enfin, à moins qu'il ait eu besoin de beaucoup d'argent et qu'on lui ait proposé un super cachet pour venir faire le titre. Ouais. Parce que peut-être que je suis fleur bleue, hein, mais c'est vrai que moi, quand je vois cette séquence-là, oui, je me dis que quelque part, je cautionne. C'est parce qu'il lui dit quelque chose, je ne sais plus en anglais, mais il lui dit tu as volé mon personnage ou un truc comme ça. C'est facile. Après, je sais bien que c'est Hollywood et qu'on peut bluffer et que ça peut être juste pour le spectacle. Bon, ben moi, j'y lis une forme de reconnaissance, une forme d'amitié là-dedans. De même que ce dont je parle, Frank Capra, qui écrit à Stallone que Rocky, c'est le plus beau personnage du cinéma des années 70. Capra, alors on va dire quoi? Que Capra est débile parce qu'il n'a pas vu le racisme là-dedans. Que Capra a fait des films racistes. Ouais. Donc, non, je trouve justement que c'est ça qui est chouette dans les années 70. On n'est pas en train d'aller ergoter, d'aller chercher le petit élément qui va faire basculer. Parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, on la joue plus savant, en fait. On la joue plus scientifique. Donc, on va chercher un petit truc. Et puis, hop, de ce petit truc, on en monte une mayonnaise et on fait dire, ah, mais non, attendez, le boxeur en face, il est noir et il perd. Donc, c'est raciste? Oh, oui. Ah, d'accord. Donc il ne peut pas. Enfin, je sais que beaucoup de choses ont été dites là-dessus, dont d'ailleurs un confrère, parce que celui qui a écrit récemment sur Spike Lee, Régis Dubois, il en parle. Et d'ailleurs vous le citez et vous dites très bien que vous ne serez pas d'accord sur cet aspect-là. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ces arguments sont aussi intéressants que les vôtres. Bien sûr. Que, voilà, il n'y a pas de. Et d'ailleurs, vous le dites aussi, ça, à chaque fois que vous revenez sur un aspect qui a été extrêmement critiqué, qui est très discutable, vous expliquez en quoi ça n'est pour que cette lecture-là n'est pas faisable. Mais ensuite, après, vous quand même vous
vous précisez bien que vous respectez aussi ce qui a été dit. Il y a quelque chose ça le fait souvent. Par exemple, quand vous parlez de personnages régéniens, ce qui est très drôle, c'est que bon, Rocky en 76 ne peut pas être un personnage réganien dans le sens où, dans le sens, Ronald Reagan, je crois qu'il a été élu en 81 ou 82, Oui, quelque c'est chose ça, comme. 81, je crois. Voilà. Et d'ailleurs, vous utilisez un procédé narratif assez incroyable, c'est que vous imaginez rencontrer Stallone et d'avoir cet entretien avec lui. Et ça émaille pendant tout le. Ça me rappelle les chroniques de Luis Corrichi lorsqu'il faisait ses articles, quand il parlait de films à la télévision dans Libération, il s'inventait toujours un dialogue et c'était assez incroyable. Pourquoi ce procédé narratif? Celui-ci, parce que justement, c'était la partie un peu indigeste du bouquin. C'était sûr, je m'étais dit une fois le travail de compilation, parce qu'il a été assez long, de trouver justement tous ces chercheurs, tous ces théoriciens, chercheurs plutôt, qui parlaient du cinéma réganien, du self-made man. Je me dis, mais comment, au début, j'avais dû faire sûrement un truc indigeste, c'est-à-dire mettre des citations comme ça, les unes à la suite des autres. Oui, c'est même sûr, c'est ce que j'avais fait. Donc ma compagne, qui est ma première lectrice, horreur, elle avait vu ça, elle a dit non, c'est pas possible, c'est atroce. Et comme j'avais déjà fait une fois ou deux, pour rigoler, la petite conversation, où je sais plus, je lui dis, il me demande s'il veut que si je veux qu'il m'adopte, et donc je dis bah oui, évidemment, et ben on s'est dit bah, pourquoi pas procéder de la même façon par ce petit dialogue. Voilà, bonjour Sylvester, je vais vous dire ce qu'on dit à peu près sur les films. Et c'était une manière comme ça de pouvoir, de façon plus légère et donc plus digeste, amener toutes ces citations, parce que bon, un catalogue de citations, c'est quand même lourdingue, quoi. Mais c'était très important que ça apparaisse, parce que ça me permettait en fait cette stratégie-là, et parce que je le dis bien à la fin, que vraiment demande aux gens que ça intéresserait, parce que je pense que personne ne m'a lu, donc il n'y a pas de problème, mais de pas m'en vouloir si je les ai un petit peu égratignés là-dedans en reprenant leurs propos, parce que peut-être je les ai mal compris, mais ça me permettait comme ça de pouvoir ne pas être dans l'attaque véritablement trop formelle, au contraire d'être un petit peu plus distancié, un peu plus amusé par ça. Voilà ce qu'on dit, et surtout, voilà finalement ce que les gens qui parlent de ces questions-là se disent entre eux. C'est ça qui m'intéresse le plus, parce que je me suis aperçu que finalement, j'avais même pas besoin de donner mon avis. À partir du moment où les gens, les chercheurs, s'opposent eux-mêmes sur l'étiquette. Oui, moi, je crois que le cinéma réganien, ça marche. Oui, mais sauf que Reagan, c'est 81. Oui, bon, bah, c'est pas grave, on peut dire que c'est rétroactif. Mais pourquoi? Oh, parce que... Et même les mêmes auteurs, je l'ai cité une fois ou deux, qui, aujourd'hui en tout cas, se contredisent un petit peu même. C'est-à-dire, un coup, c'était cinéma réganien, et puis, dans un entretien, c'est « Oh, finalement, c'est pas grave. » Bah oui, mais il fallait pas l'écrire, alors. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais par exemple, voilà, on va prendre un exemple. Quand la série Friends, je crois que nous sommes de la même génération, quand on découvre la série Friends dans les années 90, c'est très bien, c'est sympa et tout. Bon, certains sont plus Seinfeld, d'autres sont Friends, bon voilà, tout ça. Et il y a des petites choses qui émaillent comme ça la série, mais ce sont des détails. 20 ans après, 20 ans après, la série est diffusée sur Netflix. Donc il y a une nouvelle génération qui découvre Friends. Je crois que vous voyez à peu près où je veux en venir. Et ils découvrent Friends, et là ils se disent, mais attendez, mais c'est pas possible, il y a des choses qui sont c'est pas inacceptable. Alors, les blagues homophobes, la vision de la communauté afro-américaine, des propos racistes sous-jacents. C'est une nouvelle grille de lecture parce que c'est une nouvelle génération qui a été... Et je trouve ça super passionnant d'un point de vue sociologique et historique. Moi, je trouve que c'est comme pour Autant n'emporte le vent. Je ne peux pas critiquer quelqu'un aujourd'hui qui a 20 ans, qui va regarder ce film et qui va me dire non mais ça va pas, mais c'est pas possible ce film. Et lui expliquer que si, ce film c'est important qu'il doit être montré parce que ça montre aussi comment on faisait du cinéma à cette époque-là. Ce qui ne veut pas dire que je justifie certaines choses. J'ai vu la VF d'Autant n'emporte le vent quand j'étais adolescent, et c'est vrai que bon, ça fait un peu mal aux oreilles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, en 2021, quand quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans va découvrir Rocky, le premier, puis le 2, le 3, le 4 surtout. Le 4, ça c'est vraiment un moment très important, le 4, qui a bercé mon enfance, et j'ai trouvé ça juste génial. Et puis après, plus tard, on commence à grandir, on évolue et on réfléchit et on dit tiens, c'est quand même particulier. Bref, mais quelqu'un qui doit avoir 20, 30 ans aujourd'hui, plutôt 20 ans, qui va découvrir cette saga, on peut pas, je dis pas de vous lui reprocher, mais on peut pas lui retirer
son questionnement sur que le personnage de Polly, quand même, c'est un personnage qui est assez particulier. Il vous le dit très bien et vous allez en parler. Le côté raciste, pas forcément, mais quand même, les Noirs, là, dans ce film, c'est assez particulier aussi, surtout dans le numéro 3 le personnage joué Mr. T. par Mr. T, surtout ce qu'il dit, c'est assez violent. Il y a cela, et puis aussi le fait que dans les années 80, c'est Reagan, c'est un cinéma américain très particulier aussi, c'est intéressant, et que peut-être ce personnage-là, à un moment, a commencé à endosser ce costume sans le vouloir, peut-être sans le vouloir. Peut-être sans le vouloir. Donc, ça m'intéresse tout cela, en fait. Tout ce que je viens de vous dire, voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, j'espère que vous avez parfaitement raison de revenir là-dessus, parce que j'espère que ni dans le livre, ni peut-être dans mes propos, parce que tout à l'heure, je me suis perdu un peu dans ce que j'étais en train de raconter, vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on pourrait pas, que c'est pas normal de relire une œuvre à l'aune d'une nouvelle période. C'est tout à fait juste, et ne serait-ce que pour une raison très bête, c'est que il y a des travaux sociologiques, politiques, des courants de pensée qui évoluent, et donc forcément, eh bien, peut-être, pour le dire très grossièrement, dans les années 70, aux États-Unis, ça choquait absolument personne qu'un noir soit mal considéré. Hein, surtout les Américains, bon, même encore maintenant, évidemment, ça choque quand même pas la majorité. On peut encore tuer des Noirs quand on est policier, à peu près, enfin, je schématise évidemment. Donc, bien entendu, que tout ça, ça a bougé, et qu'heureusement qu'on peut relire des œuvres avec des grilles de maintenant. Je me souviens, quand j'étais à la fac, il y avait une prof qui avait dit très justement, une prof de 16e siècle, qui disait, bien sûr qu'on peut analyser avec les grilles de maintenant les textes d'autrefois, il n'y a pas d'anachronisme là-dedans, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Elle prenait cet exemple, c'est-à-dire au XVIe siècle, par exemple, le clitoris n'existait pas scientifiquement, sauf qu'il existait bien morphologiquement. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'on a décidé de le faire rentrer dans l'histoire de la science plus tard qu'il n'existait pas avant. Donc, on peut tout à fait, bien entendu, et c'est tant mieux, c'est ce qui donne la richesse aux œuvres, c'est qu'on peut toujours les réinterpréter. Mais, ce qui est important, et je crois que c'est ce que vous avez dit aussi, et c'est le cas pour Autant n'emporte le vent, mais c'est le cas pour Rocky, c'est le cas pour plein d'autres choses, c'est que ça reste aussi des instantanés d'une époque. Oui. Et en ça, la fiction, beaucoup, je trouve que c'est encore plus intéressant que ce qui serait documentaire d'ailleurs, la fiction, elle donne cet instantané d'une époque. Voilà comment les histoires sont racontées en 76. Voilà quels sont les enjeux entre les personnages, entre les classes sociales. Voilà comment quelqu'un d'une classe sociale défavorisée, poli, qui travaille dans un truc tout pourri, qui est alcoolo, comme sûrement 90% de son quartier, etc., quelle est son opinion sur les Noirs? Quelle est l'opinion de l'homme de la rue en 75, disons, quoi, puisque le film sort en 76, par rapport à ça. Et ça, c'est extrêmement enrichissant, parce que c'est aussi notre histoire. Et donc, il ne s'agit pas de dire... voilà, ça y est. Je trouve juste un peu trop facile quand, grâce à 40 ans d'espace-temps, on peut régler en 2 coups de cuillère à peau le sort de quelque chose. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Parce que, faut arrêter le délire. Il ne s'est pas passé 4 milliards d'années, il s'est passé 40 ans ou 50 ans. Les gens des années 70 n'étaient pas des gros débiles et nous, des infinis génies. Peut-être même que c'est le contraire. Au niveau de la baisse du QI, d'après certains trucs qui expliquent. Mais... donc, j'aime pas le jugement, le jugement rétrospectif comme ça. Mais en revanche, bien entendu, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux cultural studies, grâce peut-être à des lectures véritablement féministes dans un vrai sens scientifique, grâce à tout un tas d'autres paires de lunettes, on pourrait dire, eh bien, on relit ces œuvres-là. Ça, c'est enrichissant, c'est ce qui fait que les œuvres sont inépuisables, en fait. Mais c'est simplement qu'il faut peut-être, quand on est à cette place, quand on décide de mettre ses lunettes, parce que personne ne nous oblige à le faire, aller écrire sur un machin, juste peut-être raison garder à des moments. Parce que je trouve que on est dans une période, et moi je suis très mal à l'aise avec ça, où c'est le déboulonnage constant. Il faut tout détruire du passé. Il faut toujours trouver à redire méchamment pour comme s'il fallait élaguer, éliminer. Ah non, tout ça aujourd'hui c'est plus possible. Tout ça c'est plus possible. Tout ça c'est. Mais pourquoi c'est plus possible? Au contraire, il faut que ce soit vu. C'est ce que vous avez parfaitement dit. Pourquoi il faut voir Autant n'emporte le vent? Pourquoi
dans votre livre, dès le départ, vous vous sentez obligé. Alors le mot obligé est peut-être fort, hein. Vous allez me contredire s'il est trop fort ce mot-là. Non, je Vous pense vous qu'il est sûr. sentez obligé de dire oui, j'aime Rocky, mais en parallèle, j'ai aussi d'autres centres d'intérêt qui sont peut-être plus élevés que Rocky. Et puis en même temps, non, je m'en fous, allez vous faire foutre, c'est très bien Rocky. Enfin voilà, je résume très grossièrement la chose, mais pourquoi vous vous sentez, allez, c'est peut-être pas le mot obligé, pourquoi pour vous il était important de clarifier cette situation? Non, mais je pense qu'obligé, c'est le bon terme. Mais là, ça relèverait peut-être plus de la psychanalyse maintenant. C'est-à-dire que c'est obligé par moi-même, hein, pas par autre chose. C'est-à-dire que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je suis en train de faire. Et je sais que maintenant, je suis un peu plus apaisé. Mais à l'époque de rédaction de ce texte, j'étais encore un petit peu tiraillé entre différentes démarches, en fait. C'est-à-dire que je suis professeur dans le secondaire, bon, très bien. J'aurais pu faire une thèse, par exemple, qui m'aurait donné toute la légitimité académique. Voilà. J'aurais fait ma thèse, je l'aurais soutenue, j'aurais eu mon doctorat, probablement. Ouais. Mais le cas échéant, j'aurais pas pu aborder le sujet de cette façon-là. Donc, pour répondre à la question, je suis quelqu'un qui est fait de ce tiraillement-là, peut-être de moins en moins, et donc c'est plutôt, je suis sur la voie de la guérison, hein, mais sur le côté, bon, il y avait le populaire, il y avait l'élitiste. Et moi, pendant longtemps, c'est ce que j'explique au début, ben, je voulais me tirer vers cet élitisme. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je reviens de loin, c'est que dans un premier temps, Stallone, très clairement, c'était comme... oui, oui, laissons ça au bas peuple. Oui, oui, oui. Et j'ai été pris dans le piège, en fait. J'ai été pris au piège. J'ai été obligé d'évoluer intellectuellement et de me rendre compte que ça me plaisait pour de vrai et qu'en plus, on pouvait en dire quelque chose. Que c'était pas simplement, comme on dit maintenant, le guilty pleasure. C'est-à-dire que c'est pas, ah, bon, je Plaisir regarde coupable. ça, voilà, je regarde ça caché, mais je le dis surtout pas parce que ça se ferait pas. Au contraire, là, j'ai dit non seulement j'ai pris du plaisir à regarder ça, mais en plus, et c'est ça qui m'intéresse, je peux, et c'est grâce à ça, et peut-être que ma vie a été transformée par ça, c'est que j'ai pu concilier mon exigence intellectuelle, maladive, avec un cinéma qui était dit cinéma populaire. Et montrer en fait que eh ben, ça peut être populaire, ça peut générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup, beaucoup d'entrées. C'est pas pour ça qu'on peut pas l'analyser en fait. C'est pas pour ça qu'on peut pas en dire des choses. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on analyse que les trucs hyper relous, les films qu'en fait personne n'a envie de voir, où il faut avoir fait un master en cinéma et 12 ans de philosophie pour comprendre. C'est pas ça le cinéma, mais c'est pas ça l'art en général. L'art, on regarde, on n'aime pas, et puis éventuellement, si on a vraiment envie, on demande à quelqu'un ou on lit un bouquin pour creuser un peu. Je crois qu'il faut rester très modeste par rapport à tout ça. Et donc, je crois que cette précision liminaire, c'est pour dire voilà où j'en suis. Et voilà donc ce qui peut expliquer aussi cette tendance à grand moment d'enthousiasme. Je parle sans filet, plus de citations, plus de notes en bas de page, et d'autres moments plus référencés. On revient vers l'académisme. Oui, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais le bord de la piscine. À des moments, je me jette voilà, dans le grand bain, j'ai enlevé les brassards et peut-être je vais me noyer. Puis à d'autres moments, bon, évidemment, je vais me raccrocher à ce rebord de piscine. Et ce rebord, c'est quoi? C'est la citation, c'est la note en bas de page, c'est attention, je dis des trucs, mais j'ai bien fait mon travail, j'ai été bien sérieux. Je ne dis pas n'importe quoi. Oui, et puis vous dites aussi que il y a des choses qui ont été écrites et puis il faut pas les voler et c'est important de les notifier. Ça c'est quelque chose qui est basique en soi, Complètement. mais c'est pas forcément une évidence pour certaines et certains. Là, je pose la question aux spectateurs. Comment vous l'avez qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Rocky entre celui de 76 et le dernier? J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut mettre les Creed là-dedans? Oui, on peut mettre les Creed aussi. Oui, oui, je pense que Voilà, moi je l'aimais pas. là, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Ouais. Ah, ça m'intéresse. J'en parle très peu dans le livre parce que D'où ma question. j'y arrive pas. Ils sont. On va en parler dans une seconde. Pour les Rocky, évidemment, hein, évidemment, on pourrait tous. Peut-être que je pourrais même me ranger à la vie générale, hein, c'est-à-dire dire voilà, on commence là, on reste là, on dégringole un peu. Mais le problème, c'est qu'en fait, la vie générale, je sais pas trop d'où il vient parce qu'il y a beaucoup de gens d'une génération avant la nôtre qui disent bon, voilà, 76, Rocky 1, super. Et souvent, ça va directement avec pareil, Rambo 1, super, les autres, blabla. Mais en fait, Rocky 1, Rocky 2, c'est clairement c'est très solidaire.
Rocky 3, on commence à aller vers quelque chose esthétiquement un petit peu différent, et puis sur des problématiques qui sont peut-être plus dérangeantes. C'est pour ça que, effectivement, le racisme dans Rocky 3, c'est pour ça que Dubois, il peut en parler, parce que déjà, il est très spécialiste de la question, et je veux dire, bien plus que moi, et je comprends parfaitement ce qu'il dit. Hein. Simplement, voilà, moi, j'essaie d'aller vers quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison. Les deux se tiennent, hein, je veux dire. Oui, voilà. Je ne tire pas la bourre. Enfin, j'essaie pas. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne me permettrai pas de dire que Régis Dubois dit quelque chose de faux. Voilà, j'ai suffisamment de respect pour ce qu'il écrit. Il est plus calé que moi. Enfin, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il y a le 4, voilà, ce 4 dont vous parliez tout à l'heure, qui est problématique, l'URSS, mais en même temps, encore une fois, instantané de l'époque, guerre froide. Donc, très bien. Et puis, alors, il y a le 5 que tout le monde déteste, je trouve hyper bien. Et puis, alors, je crois que moi, très clairement, c'est pour ça, en fait, si je finis mon histoire de truc, c'est que ça remonte en flèche avec Rocky Balboa. Le 6, pour moi, est une merveille esthétique, avec l'évolution visuelle, mais ce retour, quoi, cette boucle qui se boucle. Et là, je suis dans la subjectivité pure, c'est-à-dire que je suis pas en train de sortir des analyses, machin. Je dis juste que celui-ci, je l'aime beaucoup et je l'aime d'autant plus qu'il est méta-cinématographique, qui parle de cinéma, qui revient sur les lieux, enfin tout ce dont je parle, et qui constitue cette boucle. Et c'est donc pour ça que les Creed, ça me pose problème. Parce que les Creed, ils viennent péter cette espèce d'objet un peu parfait dans mon esprit, hein, pour moi, cette espèce de sphère toute lisse, toute bien terminée comme ça, et il y a quelqu'un qui dit « Ah, elle est belle cette sphère, mais on pourrait peut-être poser une petite crotte dessus, ça serait joli aussi. » Non, non, laisse-la cette sphère. Et je n'aime pas trop les Creed. Alors, je n'aime pas trop les Creed parce que je n'aime pas Michael B. Jordan. Voilà, que je ne comprends pas. Alors, j'aime pas trop l'acteur. Oui, on a compris, oui, bien sûr. J'aime pas le personnage parce que je ne lui trouve, contrairement à Rocky ou même à d'autres boxeurs dans toute la saga, je ne lui trouve aucune légitimité à venir combattre, en fait. C'est un fils de riche qui, tout à coup, un jour, comme ça, se dit « Oh, non, vraiment, mon père, c'est Apollo Creed, il faudrait quand même que je lui ressemble. » Non, mais non, ton père, tu l'as jamais connu. Cette espèce de truc à 25 balais, ou je sais pas quel âge il a, je veux me battre, etc. Je veux être sur les traces de mon père. Je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Donc ça m'ennuie très fort. Bien sûr, j'adore parce que je retrouve Stallone et qu'il est vieux et qu'il est fatigué. Alors ça, mais on peut me le montrer en train de faire du ménage à la limite pendant 2h30. Moi, je regarde un film avec Stallone qui fait ça, il n'y a aucun problème. Sauf que, bon, le personnage principal, c'est pas lui. Et puis, il y a le problème qui a confirmé mon aversion pour Creed, c'est le problème du 2, à mon sens, dont je parle en quelques lignes, c'est d'être passé à côté. Ça va être très péremptoire de dire ça, j'aime pas, mais je le dis quand même, passer à côté du sujet. C'est-à-dire que je trouve que tout Creed 2, tout ce qui est magnifique dans Creed 2, c'est la relation entre le père et le fils du côté des Dragos. Et qu'elle est, elle est là, elle est dans le film, on peut l'imaginer, mais elle est traitée quelques secondes. Alors qu'en fait, ce qui se passe entre ces deux gros colosses de l'Est, c'est extraordinairement beau. Mais c'est traité comme ça. Et derrière, alors on y va avec les paillettes, les machins, la chanteuse qui est aussi la femme, enfin les trucs. Ça me rend malade, moi. La relation père-fils qui avait été remarquablement... Enfin, la relation... la figure du père de substitution et le fils dans le premier. Oui. Donc que vous évoquez dans le film. Juste comme ça, une espèce de théorie là, que je viens de penser à ça. Je me dis, est-ce qu'il a fallu qu'à un moment ou à un autre, le personnage de Paulie s'efface complètement, pas Paulie, le personnage d'Adrienne s'efface complètement pour que Sylvester Stallone, pardon, son corps, celui de Rocky, prenne possession du film. Et je pense au dernier Rocky Balboa. Le fait que que Adrienne ne soit plus là, qu'elle ne soit qu'une mémoire, comme les lieux qu'il va revisiter, il y a comme s'il était libéré de quelque chose, qui est horrible, hein, ce que je suis en train d'expliquer, mais je pose la question, parce que c'est vrai que ça me travaille. C'est bouleversant. Rocky Balboa, il y a des séquences extrêmement bouleversantes. Puis il y a un côté fordien, quand il va se recueillir auprès de la tombe de c'est très fordien, ça, voilà, on voit souvent ça dans les films de Ford. C'est quelque chose, je pensais, je veux avoir votre avis. Je viens de penser à cet instant. Ouais, vous me mettez en difficulté parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais.
il y a quelque chose de la transcendance un peu finalement, parce que ce personnage qui disparaît, qui était central, vraiment central, il reste, bah maintenant il est présent partout, visible nulle part, hein, quelque part, c'est-à-dire que ben elle est morte, donc il se recueille, mais il y a cette bon voilà ce rapport aux morts qu'on a tous d'une façon ou d'une autre, hein, qui est là avec nous. Alors peut-être que justement il y a une chose que la mort d'Adriane rend possible, même si ça va pas véritablement être conclu, enfin avec l'écrit justement, ça va continuer cette problématique-là du fils légitime, du vrai fils de Rocky. C'est que la disparition de la mère fait qu'au bout d'un moment, père et fils, il n'y a plus que deux, il n'y a plus d'intercesseurs pour pouvoir se retrouver. Donc il faut que chacun y aille un petit peu de son pas en avant. Et c'est difficile. Hein, dans Rocky Balboa, ça s'évite, ça se pose des lapins. Il y a le père qui est vraiment dans l'attente, qui voudrait que son fils vienne au restaurant, mais le fils, il en a marre, on peut comprendre. Il a cette image écrasante d'un père. Et donc, on a l'impression que ça s'améliore. Et puis, les Creed, en fait, opèrent une relecture de ça. C'est-à-dire que ça s'est détérioré, ils sont partis. Et la fin de Creed 2, c'est donc Rocky qui entre dans la maison de son fils et découvre son petit-fils. Ça, c'est très joli. Parce que là, OK, là, ils ont remis en jeu la problématique du père-fils et ils l'ont conclu quand même. Ils n'ont pas oublié de faire ça. Dans Creed 2, ils l'ont conclu. Et donc, je me dis que peut-être cette disparition d'Adriane, elle permet ça. Elle permet au père et au fils de se retrouver, parce que finalement, si Adriane est là, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait, oh, écoute, tu sais, ton père, c'est un con, il ne faut pas lui en vouloir. Voilà, elle a toujours un peu ménagé la chèvre et le chou avec tout le monde. Elle est le personnage de la synthèse, en fait, Adriane. Elle est la raison, toujours. Elle est l'intelligence émotionnelle aussi. Donc, j'ai l'impression que ça sert peut-être à ça. Est-ce que aussi, autre hypothèse, puisqu'on est dans l'hypothèse, est-ce que aussi le fait qu'elle ne soit plus là, ça offre à Rocky la possibilité, alors qu'il est vieux comme tout, de remonter sur le ring parce qu'il a encore des choses dans le basement, comme il dit là, alors que si Adriane était vivante, je pense que là, très clairement, elle lui interdirait. Il ne dirait pas à un boxeur ça boxe, elle lui dirait écoute, ça suffit maintenant, tu es déjà à moitié crevé, tu vas pas. Non, 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 non. Je pense qu'elle lui dirait non et il serait obligé de la plier parce qu'elle a du caractère, Adriane. Donc peut-être que ça permet cette ouverture-là. Peut-être que le scénariste s'est dit si Adriane est encore vivante, c'est pas crédible cette histoire de retour encore sur le ring. Alors que probablement qu'en fait il n'y a pas Adriane tout simplement parce que Talia Shire n'a peut-être pas voulu en faire. Ne voulait plus. Mais c'est ça qui est très beau dans le cinéma, c'est qu'on peut vaquer à plein de... bah oui, c'est... Alors, je rappelle donc, hein, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est Retour à Philadelphie, édité chez Leitmotiv, promenade analytique et amoureuse avec Rocky et Stallone par Quentin Victory Lédier, qui nous fait l'honneur d'être là. Une question pour une dernière question. C'est peut-être une psychologie un peu de bazar, mais parce que ce livre est empreint d'une très forte subjectivité, et d'ailleurs vous nous l'avez montré durant cet entretien, est-ce qu'on en sort indemne d'un livre comme ça? Moi, en tant qu'auteur? Oui. En tant qu'auteur, non. Moi, j'en suis pas sorti indemne, et dans la mesure où je dois beaucoup à ce travail, donc quelque part à Rocky, parce que ça m'a pris beaucoup de temps à écrire, parce que je savais pas du tout quelle forme ça prendrait. Maintenant, je commence pour un prochain projet, ça va prendre forcément moins de temps, parce que je sais quoi faire, pas quoi faire. Je sais aussi un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a plu. Mais pour répondre à la question, le fait que c'est pris autant de temps, ça m'a permis véritablement d'évoluer personnellement, dans ma démarche, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de poser un regard sur les œuvres. Et c'est en réfléchissant à l'écriture de ce livre, en écrivant même ce livre, que par exemple ce truc qui peut-être pour certains va paraître complètement fleur bleue, c'est-à-dire il ne faut parler que de ce qu'on aime ou de ce qui est dangereux. Voilà, j'ai pas inventé la philosophie du XXIe siècle, tant s'en faut. Mais en revanche, je me suis inventé moi, c'est-à-dire que ça me permet maintenant d'avoir un cadre. Je ne souhaite pas, parce que justement je l'ai fait quand j'ai eu 18 ans, quand j'avais 20 ans, etc., je ne souhaite plus faire partie de ces gens qui jouissent de la destruction d'une œuvre. Voilà. Il y en a plein, les journaux regorgent, ou les chaînes YouTube regorgent de personnes comme ça, qui prennent du plaisir, qui, disons-le clairement, se masturbent en dégommant des choses. Parce que c'est cool de détester. D'où la citation du misanthrope de Molière dans le texte.
j'ai été comme ça et je le confesse. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Alors peut-être que voilà, au café avec des amis très proches, ça va m'arriver de déglinguer quelque chose. Voilà. Mais je refuse et je me refuse à produire des textes qui soient des textes acides en fait comme ça, qui soient des textes juste pour me faire mousser, pour montrer à quel point je suis fort, parce qu'à quel point je suis capable de démolir quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, je préfère, quitte à passer un peu pour un glandu, un peu pour un mou peut-être par moment, me mettre à nu davantage en traitant des œuvres comme ça, et justement aussi en les traitant à la fois avec toute la mesure scientifique possible, voilà, les notes en bas de page, les recherches que je fais forcément, et en même temps mettre en avant la subjectivité. Et c'est peut-être pour ça, parce que j'avais pas envie que ça s'appelle un essai, parce que les essais, ça regorge. On en a de partout, dans tous les magasins, etc. Et c'est les essais parfois de penseurs à 2,50 francs, notamment tous les essais politiques qui font vomir, etc. Enfin, je pense qu'on peut imaginer la même personne. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui. Je voulais pas ça, je voulais pas l'essai, parce que je trouve que c'est galvaudé aujourd'hui. Et en même temps, voilà, l'essai, c'est aussi Montaigne au départ. Et je crois que c'est la forme, en fait, qui me correspond. C'est-à-dire que je n'irai pas faire de thèse. Voilà, je resterai un pauvre garçon qui n'a qu'un bac plus 5. Je ne ferai pas de thèse parce que je tiens à cette liberté-là et que je crois que l'essai, et c'est justement pour ça que je vous remercie infiniment de m'inviter pour en parler, parce que c'est dans l'essai qu'on peut se permettre de prendre le large véritablement et d'échafauder des hypothèses, d'aller dans l'interprétation, dans l'herméneutique, pour prendre le terme vraiment un peu savant, quoi, très loin, très très loin. Et puis, qu'importe finalement si à un moment donné c'est plus scientifique. J'ai entendu sur une émission de radio, comme ça par hasard sur Internet, que mon texte n'était pas assez étayé. Évidemment, je suis quelqu'un qui se vexe très facilement, donc j'ai dit mais peut-être, alors déjà je trouve pas, parce que je prends pas beaucoup le large en réalité dans ce texte-là, mais je vais pas parler de ça pendant 2 heures, c'est pas. Mais à la limite, maintenant, rétrospectivement, je me dis, ok, tant mieux en fait, parce que à mon avis, et peut-être que dans 10 ans, je dirais complètement autre chose et j'aurais honte de ce que je vais dire maintenant, mais à mon avis, l'interprétation, c'est justement lâcher un peu l'étayage par moment. Parce que l'étayage, nous qui parlons là, on l'a d'une certaine façon. On a lu, on a vu des millions de films, on a réfléchi, on rêve de ça, on vit de ça, et cet étayage intellectuel, il vaut ce qu'il vaut, on a chacun le nôtre, mais on n'écrit pas de rien, de toute façon, même si ça ne figure pas en note en bas de page. On écrit parce qu'on a réfléchi, on écrit parce qu'on est entouré de bouquins en permanence. Et voilà, je trouve que l'interprétation, elle est enrichissante si justement elle va à des endroits où on ne l'attend pas. Encore une fois, quitte à ce que derrière, ça induise, et je crois que je le dis dans le livre, que quelqu'un d'autre écrive en disant « Ouais, cette interprétation, elle est amusante, mais elle ne tient pas. » Et je la démonte, et on continue. Et c'est pas à qui pisse le plus loin. C'est pour ça que c'est important de se mettre derrière son œuvre. C'est pas pour que moi, je m'érige en nouveau penseur du cinéma au XXIe siècle. On m'aura oublié la semaine prochaine. Ce qui est important, en revanche, c'est que si, et ça l'a fait, je le sais, même si c'est que sur quelques personnes, s'il y a quelques personnes qui n'avaient jamais vu les Rocky et qui, parce qu'ils me connaissent ou parce qu'ils ont lu le bouquin, se sont dit « je vais les regarder », moi, je suis content. Voilà, c'est Retour à Philadelphie, promenade analytique amoureuse avec Rocky et Stallone, Quentin Victory-Lédier, c'est édité chez Leitmotiv. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir, pour votre subjectivité aussi, c'est très important, et j'espère qu'on se reverra la prochaine fois pour votre prochain livre. Ça nous fera extrêmement plaisir. En tout cas, merci beaucoup Quentin. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous et à très vite. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and